On est reparti pour une heure encore. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Affaire Sonko, on en reparle encore ce matin. L'immersion donc au pays des Lions et de la Teranga se poursuit à la suite d'Aminata Touré, ancienne Premier ministre donc du Sénégal, qui nous a servi, vous le savez très bien, hier un numéro d'anthologie dans les GG. Aujourd'hui, nous aurons Thierno Alissi, coordinateur donc du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko à Mermoz Sacré-Cœur dans la capitale dakaroise. Il nous livrera évidemment son avis en tout cas sur la situation politique actuelle du pays, notamment la sortie du Magie PASTEF qui fustige l'inertie de la communauté internationale. On essaie de comprendre ce matin avec Diba Milimono que nous allons joindre dans un instant. Et tout de suite, on part à Boké avec le salon de l'emploi, une opportunité pour les jeunes de la région. Boké ou la zone économique spéciale de Guinée, une localité envahie par les exploitants miniers à la recherche de la bauxite, peine toujours à créer l'équation entre la main-d'œuvre et les besoins d'emploi. C'est là, malgré donc la floraison donc des écoles, des métiers et d'institutions d'enseignement supérieur, pour remédier donc à cette problématique essentielle qui sévit dans la région. La structure Nord-Ouest Communication et le club des journalistes miniers de Boké initie l'organisation d'un salon régional de l'emploi qui s'éteindra donc du 26 au 29 juillet 2023 à Boké. Pour en parler ce matin, nous allons avoir dans un instant, mesdames et messieurs, Basseko Amirou Dramé. Il est le président de la commission d'organisation de l'événement. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio du Before des GG. On nous signale, il est prêt du côté de Dakar. Nous allons partir évidemment joindre notre envoyé spécial du côté de Dakar. C'est bien sûr Diba Milimono. Il est en direct ce matin, mon cher Diba. Bonjour, encore une fois, merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Vous êtes toujours du côté de Dakar ce matin, mon cher Diba. Oui, Lamine. Nous sommes aux aguets, puisque vous savez, l'information, c'est une denrée périssable. Aujourd'hui, l'information permet aux citoyens de s'orienter partout dans le monde. Ils se réveillent avec l'information, ils passent la journée avec l'information et ils dorment avec l'information. Et nous sommes là pour glaner ces informations pour le peuple de Guinée, mais aussi le peuple sénégalais et l'Afrique tout entière. Donc ce matin, nous nous sommes rendus ici, dans une zone aussi stratégique, à la rencontre de M. Ali Si. Il faut rappeler que c'est le coordinateur du PASTEF à Mermoz Sacré-Cœur, un homme aussi qui a une voix qui porte ici au Sénégal, homme de confiance de Ousmane Sonko, puisqu'il s'agit de lui depuis quelques semaines. Il faut rappeler pour ceux qui viennent de le prendre en marche, il est chez lui, il y a une ceinture de sécurité, des checkpoints tout autour de sa maison, il ne peut pas sortir. Donc son entourage aujourd'hui a un besoin de communication pour faire filtrer des informations, non seulement liées à sa condition aujourd'hui qu'ils appelleraient de détention puisqu'il est chez lui, mais ses mouvements sont réduits, il n'a pas ce droit d'aller de retour dans sa maison. Et donc nous avons à côté pour vous, Monsieur Ali, qui va nous rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, pour essayer de commencer cette interview, puisque la radio, c'est l'heure. Voilà, nous avons notre invité, Lamine, juste en face de nous, comme je l'ai dit. C'est un homme ici qui est aussi très écouté et qui commente souvent l'actualité. C'est Thierno Alissi, il est le coordinateur de PASTEF Mermoz Sacré-Cœur. Monsieur Si, bonjour. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Bienvenue sur Espace TV. Alors, vous êtes de PASTEF, vous êtes le coordinateur ici à Mermoz Sacré-Cœur, une zone aussi stratégique ici à Dakar. Depuis quelques semaines, votre candidat est retranché chez lui. Dites-nous comment il est arrivé là et est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce qu'on accepte que vous parveniez à lui? Merci beaucoup, monsieur Diba. Je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission. Monsieur Ousmane Sonko est détenu chez lui, effectivement, depuis plus de 15 jours. Et comme vous le savez, il revenait d'une tournée au sein de la Casamance où il est maire. Et il a été kidnappé en cours de route à hauteur de Kaffrine, dans la région de Kaffrine, et ramené à Dakar par la gendarmerie nationale. Et depuis lors, il est détenu chez lui de façon totalement illégale, sans aucune ordonnance judiciaire. Je ne parle même pas de sa maison, mais tout le quartier est bouclé, barricadé. Je crois que vous aurez l'occasion de faire un tour au niveau de ce quartier.
On l'a coupé, toute sa communication, il est coupé du reste du monde. On a saisi ses téléphones. Il n'a pas de contact avec sa famille, il n'a pas de contact avec ses militants, il n'a pas de contact avec ses avocats et avec ses amis. Un défaut de liaison, évidemment, on va revenir dans un instant du côté de Dakar avec Diba Milimono, voilà, qui est planté. Voilà. Allez-y Diba, allez-y. Voilà, la liaison est revenue. On va continuer le débat avec vous, hein, mon cher Diba. Donc, il expliquait comme quoi Ousmane Sonko est coupé du monde, si je comprends bien ce matin. Allez-y, mon cher Manu. Alors, il parle du dans la presse, en tout cas la presse internationale, qui disait qu'il y avait un homme d'affaires qui se serait proposé en tant que médiateur et qu'il l'aurait même rencontré. Qu'en est-il en réalité? Cet homme d'affaires, c'est monsieur Pierre Goudiaby Atepa, qu'il a rencontré une seule fois avec une autorisation spéciale du gouvernement. Mais ce n'était pas de la médiation en fait. Il était venu de son propre gré voir l'état de santé en fait un peu de Ousmane Sonko. Et c'est les seules nouvelles que nous détenons d'Ousmane Sonko depuis lors. Il nous a donné un peu l'état d'esprit sur lequel est Ousmane Sonko. Il semble être bien physiquement. Mentalement, il est un peu déprimé du fait des nombreuses morts qu'il y a eu lors des événements récents du 1er et du 2 juin, qui l'ont vraiment marqué. Mais il reste fort quand même et déterminé à continuer le combat. Voilà, pour la démocratie sénégalaise. Vous l'avez compris, toujours cette détermination infaillible de la part de Ousmane Sonko. Monsieur Si, que Ousmane Sonko, vous le disiez tout à l'heure, est coupé du monde. Aujourd'hui, au niveau du PASTEF, qu'est-ce qui est entrepris? Quelles sont les actions peut-être en perspective par rapport au cas de votre président, Ousmane Sonko? Est-ce que le bureau politique du PASTEF, aujourd'hui, est en conclave peut-être pour trouver une solution, soit peut-être aller vers la négociation, ou du moins réclamer le droit de force? Oui, mais de toute façon, les actions que nous avons à mener sont de deux sortes. On mène d'abord des actions judiciaires et des actions politiques. Au niveau des actions judiciaires, vous avez vu qu'il est totalement coupé de ses avocats. Ses avocats n'ont pas accès à lui de façon totalement illégale. Je vous rappelle que monsieur Maître Ly, Maître Ciré Clédor Ly, qui est son avocat, a fait 12 tentatives pour avoir accès à Ousmane Sonko et les forces de l'ordre lui refusent carrément l'accès à son domicile. Ce qui fait que de ce côté-là, judiciaire, on est en stand-by. Par contre, du côté politique, parce qu'effectivement, on mène le combat aux deux niveaux, aussi bien au niveau judiciaire qu'au niveau politique. Au niveau politique, le bureau politique s'est réuni tout dernièrement et on a décidé de continuer le combat. De toute façon, n'importe comment, cette décision judiciaire qui, soi-disant, vient d'anéantir toutes les, comment dirais-je, les volontés, voilà, toutes les volontés du président Ousmane Sonko à se présenter à la candidature suprême en 2024. Donc, on dit que nous ne pouvons pas accepter cette décision judiciaire-là, de façon totalement illégale, de toute façon. Et le peuple sénégalais en est conscient, et d'ailleurs, c'est ce qui a amené ces... Un défaut de liaison en direct de Dakar ce matin avec notre invité qui n'est autre. Ici, légitime, c'est de savoir est-ce qu'il va se constituer prisonnier, se rendre ou il faut toujours attendre que le juge décerne un mandat d'amener. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais j'ose espérer qu'en fait, il ne se constituera pas prisonnier, puisque lui-même, depuis plus d'1 mois, il est en total défi. Voilà. Allez, le temps pour la régie de revoir tout ça. On va repartir du côté de Dakar, d'où nous attend donc Diba. Voilà, allez-y. Oui, d'accord. Voilà, tout le monde savait que ce procès avait décidé depuis longtemps de ne plus répondre à la justice. Et je ne pense pas qu'il ira se constituer prisonnier. Mais en tout cas, en tout état de cause, nous comptons maintenir sa candidature lors des élections de 2024. Et nous pensons que le seul issue pour le règlement de ce problème sera un règlement politique. Et que c'est Macky Sall qui nous a amenés à cette situation.
est obligé, je ne sais pas de quel moyen, en tout cas, il tentera de le faire pour que l'affaire puisse se régler de façon politique. En tout cas, ce ne sera pas de façon judiciaire. Voilà, justement, les Avant hypothèses de- politiques qui est mises en avant ici. Donc avant de continuer, Monsieur Si, est-ce que vous pouvez revenir Allez-y. pour nous dire clairement c'est quoi le mouvement des Magis Pastef et vous critiquez l'inertie de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette communauté internationale? Quel est votre regard aujourd'hui de la CEDEAO vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui sur le Sénégal? Oui, merci beaucoup. Mais le mouvement Magui Pastef, ce sont un mouvement qui est composé des personnes de troisième âge, assez âgées, qui sont affiliées à notre parti. En fait, c'est un peu les sages du parti. Mais ce que nous attendons, nous, et dont le mouvement Magui Pastef l'a rappelé hier lors de leur point de presse, c'est une condamnation forte dans la communauté internationale. Vous savez que le Sénégal représentait jusqu'à présent une des vitrines de la démocratie en Afrique. Et cette démocratie qui a amené Macky Sall au pouvoir, après avoir combattu à nos côtés en 2011 lors de la dérive dictatoriale de Maître Wade, Macky Sall est revenu sur tous les acquis démocratiques que nous avions eus. Et donc ça, nous ne pouvons pas l'accepter parce que ces acquis démocratiques ont été acquis de haute lutte et nous ne pouvons pas accepter d'être ramenés en arrière à 30 ans en arrière. Et ce que nous attendons de la communauté internationale, qui a constaté que lors des manifestations pacifiques que nous menions, plus de 23 personnes ont été tuées froidement par balle par les forces de l'ordre et par les forces de défense et de sécurité, et parfois même par des nervis recrutés par des membres du gouvernement, bien connus. Eh bien, nous attendons à ce que la communauté internationale condamne tout cela. Et puis le recul démocratique, les journalistes qui sont emprisonnés, les lanceurs d'alerte qui sont emprisonnés, les personnalités de la société civile qui sont emprisonnées, nous attendons à ce que les personnalités, à ce que la communauté internationale puisse condamner cela, et notamment la CEDEAO, qui notamment est de façon inadmissible, vraiment inerte. Vous savez, pour la troisième candidature de Macky Sall, qui est de façon inégale, puisque la constitution sénégalaise l'empêche, voilà, nous attendons, tu vois, des positions fermes de la CEDEAO dans ce sens-là pour empêcher, pour dire Macky Sall clairement qu'il n'a pas le droit de se présenter pour la troisième candidature au Sénégal. Voilà, vous l'avez compris, il n'a pas le droit de se présenter. C'est toujours ce discours qui revient ici. Je voudrais poser la question à Monsieur Si, puisqu'il parle de la communauté internationale. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas que nous connaissons Ousmane Sonko, qui a un discours assez dur envers les instances internationales, envers la France et autres institutions? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, c'est peut-être ce discours qui contribue à l'inertie de la communauté internationale? Mais je regrette, je ne pense pas que Ousmane Sonko a un discours dur du point de vue par rapport à la communauté internationale ni par rapport à la France. Par contre, il a un discours souverainiste, il a un discours patriotique qui veut que, tu vois, l'économie sénégalaise soit gérée par les Sénégalais en premier lieu. Et ça, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas accepter que toute notre économie soit aux mains des Français actuellement. Donc Ousmane Sonko a un discours souverainiste. Nous voulons que notre économie soit gérée par nous-mêmes, comme c'est fait dans tous les pays du monde. Vous allez en France, l'économie française est gérée par des Françaises. En Amérique, idem. En Angleterre, pareil. Nous n'excluons personne, de toute façon, mais nous vous demandons à ce qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Mais ce que nous voulons, ce que nous constatons actuellement, c'est que toute l'économie sénégalaise a été mise entre les mains des Français et de façon tout à fait illégale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de corruption qui entoure cela. Tout le monde le sait. Eh bien, ce que nous voulons, c'est favoriser, ce que Ousmane Sonko demande, c'est de favoriser les sociétés et les entreprises sénégalaises. Voilà. D'accord. Oui. Voilà, mais nous n'appelons nulle part au départ de la France, ni de coup que ce soit. Les Français ont le droit, et toute la communauté internationale, tout le monde a le droit de venir au Sénégal et de faire du business. Mais l'essentiel, c'est que ce business ne se fait pas au détriment du peuple sénégalais. Voilà. Et actuellement, il y a un discours, il y a un dialogue en cours, un dialogue national. Est-ce que vous dites que ce dialogue-là pourrait peut-être être une sorte de panacée, remède miracle, pour essayer de rapprocher le point de vue, même si vous, une fois encore, vous avez fait une sortie claire pour dire que participer à ce dialogue,
c'était de se compromettre et aller vers une compromission avec Macky Sall. Oui, mais le dialogue, en fait, je ne pense pas que des décisions sérieuses puissent sortir de ces dialogues-là. Pour la seule et simple raison que le parti le plus important, le parti politique le plus important au Sénégal, il n'y figure pas. Le PASTEF, qui est le premier parti au Sénégal, ne participe pas à ces dialogues. Et d'ailleurs, nous doutons de la sincérité de ce dialogue qui a été initié par Macky Sall à seulement 8 mois des élections. Et sachant que lui-même, il ne peut pas être candidat lors de ces élections qui vont venir. Nous, ce que nous demandons à Macky Sall, c'est de dire clairement qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat et d'organiser des élections libres et démocratiques et que tous les partis puissent y participer. Mais vous savez, la manie de M. le Président Macky Sall, depuis un certain temps, d'ailleurs depuis son avènement, c'est d'écarter ses adversaires aux élections. Il a déjà une fois écarté Karim Wade pour des élections. Il a écarté Khalifa Sall, qui étaient des personnalités politiques de premier plan. Et là, il tente d'empêcher notre leader Ousmane Sonko de pouvoir participer aux élections de 2024. Et c'est ce que nous n'acceptons pas. Donc nous disons clairement à M. Macky Sall qu'il n'a pas le droit de sélectionner qui sera ses adversaires ou pas, que le Sénégal a toujours eu des élections claires et démocratiques et que tout le monde avait le droit d'y participer. Depuis l'époque de Diouf et de Senghor jusqu'à Wade, les opposants les plus irréductibles de Maître Wade participaient en toute liberté aux élections, comme les opposants d'Abdou Diouf. Lui-même, Macky Sall, il était un opposant d'Abdoulaye Wade, ce qui lui a permis de remporter les élections en 2012. Nous ne comprenons pas pourquoi il revient sur ses acquis démocratiques pour mettre des bâtons dans les roues au niveau de ses adversaires politiques et empêcher à ceux-là de participer à des élections. Voilà, cela nous ne l'accepterons pas. Candidature de Macky Sall. On sait très souvent que la lutte contre le troisième mandat en Afrique se mène avec le concours de la communauté internationale. Mais ce que beaucoup d'observateurs vous reprochent, c'est d'avoir prêté le flanc au régime de Macky Sall dans son mécanisme entre guillemets de diabolisation du PASTEF. Ils disent qu'il est patriote que vous êtes du Sénégal. Vous avez un discours anti-français, Emmanuel l'a rappelé. Est-ce que vous ne prêtez pas un petit peu le flanc au pouvoir de Macky Sall pour acter finalement votre diabolisation? Est-ce que vous ne suscitez pas en d'autres termes une crainte au niveau de la communauté internationale, au-delà de la diabolisation, vos discours au vitriol? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être seul dans cette lutte-là? Mais bon, de toute façon, moi je ne pense pas que le discours de Ousmane Sonko est un discours anti-français, ni qui est contre la communauté internationale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un discours souverainiste, tu vois, il a un discours patriotique et panafricain. Mais moi, ce que je dis, que nous ne sommes pas contre la France, et Ousmane Sonko l'a rappelé plusieurs fois. Nous, ce que nous voulons, c'est une coopération avec la France gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, Ousmane Sonko a dit que s'il accède à la magistrature suprême, dorénavant, le partenariat du Sénégal avec les autres pays, ce sera comme ça. Ce sera des partenariats où l'intérêt des Sénégalais et du Sénégal seront préservés. Nous ne pouvons pas accepter, d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, on a découvert du pétrole, on a découvert du gaz au Sénégal, et que nous ne puissions pas l'exploiter nous-mêmes. Tu vois, que nous puissions le donner à des sociétés françaises pour l'exploitation. Et pourquoi? Le Qatar, l'Arabie Saoudite, tous les pays du Golfe, qui étaient des pays plus petits que le Sénégal, gèrent leurs énergies. Donc nous, c'est ce que nous appelons à ça. Nous appelons un partenariat gagnant-gagnant, mais donner 70% tu vois, des contrats à des Français et donner la portion congrue au Sénégal, tu vois, c'est des contrats totalement illégaux et qui ont un soubassement de corruption. Moi, je dis que je soupçonne que la signature de ces contrats-là, des pots de vin ont été versés à certains dirigeants sénégalais pour avoir signé ces contrats. Et Ousmane Sonko a dit que ces contrats seront totalement renégociés pour que la population sénégalaise, quand même, qui dispose de ces ressources-là, puisse bénéficier en toute légalité, en toute normalité de ces ressources. Justement... Et ça, je crois que ce n'est pas trop demandé quand même. Voilà.
président Alors, a été poursuivi oui, allez-y, pour des Babila. faits de viol. Et ces faits qui ont été requalifiés, finalement, il a été retenu dans les liens de la culpabilité pour corruption de jeunesse. Et au même moment, cette condamnation est intervenue. Aujourd'hui, il est à domicile, il est séquestré. Est-ce que, premièrement, peut-on dire que c'est la purge, n'est-ce pas, de la décision judiciaire qui a commencé à domicile? En second lieu, la réplique de la jeunesse, ce n'était pas à l'initiative du PASTEF. Quelle action est en train d'être entreprise aujourd'hui, action politique bien entendu, au sein de la formation politique pour répondre, n'est-ce pas, à cette démarche? Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que tout cela n'est pas en train de jouer sur le programme de campagne du PASTEF? Oui, je vous rappelle d'abord que la condamnation de Ousmane Sonko est une condamnation vraiment illégale. Ousmane Sonko a été attrait au niveau de la cour criminelle pour des délits de viol et de menaces de mort. Et lorsque le juge rendait le verdict, il a acquitté Ousmane Sonko de menaces de mort, acquitté Ousmane Sonko de viol, et il a sorti de façon tellement abracadabrante, tu vois, une condamnation pour corruption de la jeunesse, et qui, je vous rappelle, n'existe plus dans le jargon judiciaire du Sénégal. Et pour parler de corruption de la jeunesse, cela n'existe même plus au niveau des termes judiciaires sénégalais. Mais nous ne comprenons pas pourquoi quelqu'un qui a été amené au niveau de la Cour de justice, qui était condamné pour des actes aussi graves que de viol et de menaces de mort, puisse être acquitté sur ces actions-là et condamné sur une action aussi fallacieuse que de corruption de la jeunesse. Et je rappelle d'ailleurs que cette jeune fille qui a accusé Ousmane Sonko est majeure, elle a plus de 25 ans, qui est loin d'être jeune. C'est un verdict vraiment qui a surpris tout le Sénégal et tous les Sénégalais, et qui l'ont montré en manifestant, comme vous l'avez vu tout récemment. Donc politiquement, nous savons que ce qui intéressait en fait le régime du président Macky Sall, c'était pas, lors de ce procès, c'était pas que la vérité éclate, c'était simplement pour empêcher à un adversaire politique coriace d'avoir à se présenter à l'élection présidentielle, puisque une simple condamnation de Ousmane Sonko l'excluait d'office des élections qui allaient venir en 2024. Votre client, il faut le dire, il a quand même des ennuis judiciaires. Au-delà de l'affaire Adji Sarr, il y a aussi ce bras de fer avec le ministre du Tourisme actuellement, Mbaye Niang, qu'il a poursuivi pour, disons, diffamation. Lors d'une conférence, il avait annoncé qu'un rapport de l'IGF avait épinglé le ministre du Tourisme pour un présumé détournement de 29 milliards de francs CFA. Donc cette affaire a été portée devant la justice et là aussi il a été condamné, disons, à 2 mois de prison avec sursis et au paiement de 200 millions de francs CFA. Est-ce que vous ne pensez pas que votre président aujourd'hui, que lui-même, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assise, il se met de part et d'autre beaucoup de personnes sur le dos? Mais j'espère que vous vous rendez compte quand même de la persécution judiciaire qui est faite à l'encontre du président Ousmane Sonko. On l'accuse de toutes sortes de crimes, de toutes sortes de délits. Il a été convoqué, je vous signale, 6 fois en 1 mois, par exemple, au niveau du tribunal. Et Macky Sall, actuellement, il fait une course contre la montre. Et tout cet engouement de la justice sur des dossiers qui concernent Ousmane Sonko, c'est parce que les élections approchent à grands pas. Et il faut, coûte que coûte, empêcher cet adversaire, voyez-vous, de se présenter au niveau de ces élections. Combien de dossiers sont au niveau des tiroirs du procureur? Il y a beaucoup de dossiers de diffamation qui traînent depuis 2 ans, 3 ans. Et ces dossiers n'ont jamais encore été jugés. Et pourquoi en pratiquement 1 année, Ousmane Sonko a été convoqué au moins 6 fois? Donc, ça montre le caractère de persécution de ce régime envers un adversaire politique. Pour ce qui concerne le jugement de Mbaye Niang contre Ousmane Sonko, je vous rappelle que c'est encore en cours parce que le jugement n'est pas encore définitif. Il a été condamné, il y a eu un pourvoi en cassation. Il a été condamné pour une première fois à 2 mois de prison, ce qui ne l'excluait pas, tu vois, du processus politique. Et vous avez vu qu'automatiquement, tu vois, le régime, le procureur lui-même, qui n'avait rien à voir avec la plainte,
a fait appel de ce jugement, qui est un jugement civil, hein, je vous précise. Hein. Il a fait appel et que l'appel a été encore rappelé au niveau du tribunal en moins de 3 semaines, rejugé, et cette fois-ci, il a été condamné à 6 mois avec sursis. Juste pour l'amener au niveau où Ousmane Sonko pourrait éventuellement être empêché à participer aux élections présidentielles de 2024. Donc là, nous sommes allés en cassation. Tout le monde sait que, de toute façon, il y a beaucoup de vices de forme qui entourent ce procès. Et je crois que les avocats d'Ousmane Sonko vont exploiter cela. Et nous avons bon espoir que le tribunal le juge au niveau de la cassation va annuler ce jugement. Vous l'avez compris, Lamine, c'est de dossier judiciaire en dossier judiciaire ici pour Ousmane Sonko à 8 mois de la présidentielle de 2024, février 2024. En tout cas, mon cher Diba, merci à toi et à notre cadreur, évidemment, Abdoulaye Keke. Voilà, c'est bien cela, du côté de Dakar. Certainement, on va vous revenir la semaine prochaine, j'en sais rien du tout, s'il y a d'autres prévisions à faire. Merci beaucoup, Diba Milimono. Oui, tous les matins, tous les vendredis, donc vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Avant d'en venir évidemment à ce autre sujet, nous partons à Bokeh, le salon de l'emploi, une opportunité donc pour les jeunes de la région. On essaye de comprendre ce matin avec Basekou Amirou Dramé. Il est le président de la commission d'organisation, communication, voilà, il faut le rappeler. On va en débattre dans un instant avec lui. Mais d'abord, mon cher Babila, cet autre sujet, évidemment, on a écouté Babila, notre ami Diba, voilà, du côté de Dakar. Oui, en fait, ce qui est en train de se dessiner là, je l'ai dit il y a quelques semaines en arrière, il faut faire très attention. Le Sénégal, c'était la seule démocratie stable dans la sous-région ouest africaine. Aujourd'hui, qui se trouve être sur une pente glissante avec cette velléité entretenue autour de la candidature probable candidature de Macky Sall pour un 3e mandat. On le sait, la position de Macky Sall face à Alpha Condé quand il était dans cette quête du 3e mandat. On le sait. Voilà, aujourd'hui, Alpha Condé, il y a eu cette condamnation du 3e mandat en Guinée. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a parlé de nécessité. Et aujourd'hui, au Sénégal, on nous apprend que Macky Sall est en droit, n'est-ce pas, de se présenter parce que tout simplement la réforme constitutionnelle qui est intervenue, qui lui a permis, n'est-ce pas, de ramener le mandat du septennat au quinquennat, et donc cette révision lui donnerait la possibilité de se présenter à un 3e mandat. Sauf que, très malheureusement, les leaders politiques insatiables, en tout cas dans leur désir de s'éterniser au pouvoir, sont prêts à tout pour éliminer, n'est-ce pas, les potentiels adversaires. Comme il l'a dit, monsieur Si, on a vu pour Karim Wade, on a vu pour Khalifa Sall, et voilà aujourd'hui un leader politique de cran comme Ousmane Sonko, qu'on le poursuive pour des faits de viol qui est criminel, qui est un fait criminel en matière judiciaire, eh bien, il se retrouve à la barre, patatras, avec cette acrobatie des magistrats qui renoncent justement à leur serment d'Hippocrate, qui savent jongler entre les termes. Eh bien, on requalifie ces faits de viol et de tentatives de meurtre pour se retrouver avec n'est-ce pas, ce chef d'accusation qu'on appelle corruption de jeunesse. Corruption de jeunesse. Et pour ça, la sentence, 2 ans de prison ferme, Lamine. Encore une fois, la justice, l'institution judiciaire dans la sous-région ouest-africaine, au lieu de réguler le fonctionnement des États, est en train de poser un véritable problème à la marche démocratique de ces pays, à l'établissement de l'état de droit et au respect des droits humains. Encore une fois, il faut renoncer à cela. Le Sénégal servait de modèle et d'exemple, et ça doit rester là. Il ne faut pas tomber, n'est-ce pas, dans ces pratiques qui ont amené notre pays, la Guinée, à se retrouver dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Transition CNRD, la transition, quel que soit ce que ça va porter comme fruit, ça coûte cher. Ça coûte cher. Bien. Il faut éviter on reviendra. Allez-y, mon cher Emmanuel. Voilà, il fallait qu'il place ça quand même. Premièrement, il faut que je dise toute ma déception pour
la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Ouais. Parce que lorsqu'on considère par exemple le dossier judiciaire, le Sénégal en matière de droit, c'est quand même une référence sous-régionale. Ouais. On a tellement de professeurs. Voire même continentale. Hein. Voilà, on a tellement de professeurs agrégés là-bas, alors qu'en Guinée, on n'a même pas assez de docteurs en droit, cela soit dit en passant. Mais vous comprenez que c'est assez compliqué. La situation au Sénégal est tributaire d'un assemblage d'assez d'éléments. Pourquoi l'aspect Sonko met le Sénégal sens dessus, sens dessous? C'est pas forcément parce qu'il est autant populaire que cela. Je vous l'explique, c'est parce que premièrement, on a le précédent Khalifa Sall, on a le précédent Karim Wade. Lorsqu'on a éliminé des candidats comme cela, lorsqu'on a muselé des leaders charismatiques à leur temps de cette façon, cet assemblage d'épisodes fait en sorte que lorsqu'on arrive au cas Sonko, on se dit attention, on nous a enlevé Karim Wade, on nous a enlevé Khalifa Sall, cette fois-ci on ne peut pas nous enlever notre Ousmane Sonko. Mais il faut quand même dire... L'espoir est permis. L'espoir est permis. Nous sommes avec, il y a cette décision-là de la Cour suprême qui est attendue dans le dossier concernant le ministre. Il y a un juge sénégalais qui disait, le juge Kebamba, que la vérité doit se présenter au juge comme l'éclat du soleil. J'ai envie de dire qu'il n'oublie pas cette phrase-là. C'est assez important. Pour ceux qui sont revêtus du serment de magistrat, on se doit d'être référencié. Emmanuel Loa. Allez-y, Capsa. Mais voilà, moi Lamine, j'ai envie quand même de commencer par rappeler une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tous les agissements contre la personne de Sonko, il ne faudrait pas basculer dans une forme de manipulation de la jeunesse et des citoyens sénégalais. Vous savez, c'est la même chose qui est reprochée même à nos leaders ici. Quand Ousmane Sonko est convoqué à la justice, il n'est pas Ousmane Sonko de répondre avec ses militants politiques à ce niveau-là. C'est la même chose qui était reprochée du côté de la Guinée, et il faut rappeler la même chose avec le cas Sonko du Sénégal. Mais je me dis qu'ils sont en train d'aller très vite en besogne. On a vu la même chose avec Macky Sall, qui est parti aux élections et toute l'opposition s'est mise derrière Macky Sall et ils ont battu Abdoulaye Wade. C'est comme ça, ça s'est passé avec Abdou Diouf. C'est comme ça s'est passé avec Wade. La même chose peut se répéter avec Macky Sall. Justement, et donc, au lieu de se mettre dans la rue pour combattre comme ça, qu'ils puissent justement constituer un gros bloc politique pour pouvoir justement le bloquer dans les prochaines élections. Mais j'ai envie quand même de soulever quelque chose, Lamine, doit être une réflexion. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Si Sonko, réussissent... aujourd'hui, je vais placer juste ça. Si Sonko, on parle de condamnation de 2 ans. À partir du moment où il se constitue en prisonnier, il ne peut plus aller aux élections. C'est ça le problème. Bien. Non, mais avant ça, moi, j'ai envie de terminer la mine, ça c'est très important. La situation du Sénégal, c'est la même situation au Mali, la même situation en Guinée, la même situation au Burkina. Ça doit relever une chose, que l'instance sous-régionale qui est la CEDEAO a le droit de s'asseoir, de poser de vraies réflexions et de revoir même les textes de la CEDEAO pour voir justement les velléités de 3e mandat, comment mettre fin à ça, comment mettre des garde-fous pour dissuader désormais les chefs d'État à aller vers ça, ou pourquoi ne pas voir cette question de mandat ou le faire sauter tout simplement parce que ça ne résout pas les problèmes qu'il faut. Parce qu'à mon avis, la démocratie n'est pas forcément égale au nombre de mandats qu'on fait au pouvoir, parce que le cas rwandais... On ne va pas soulever ce débat-là. Allez-y. On ne va pas soulever ça. En une minute, s'il te plaît, parce que je veux dire, Lamine, qu'un peuple avait vu tout cela 50 ans avant aujourd'hui. C'est le peuple guinéen qui avait dit aux gens de prendre leurs responsabilités, leur souveraineté. On a fait un choix qui n'a pas plu aux gens. Que les gens nous laissent, que le développement qu'on va concevoir ici sera le développement guinéo-guinéen, que le conflit sont guinéo-guinéens. Et aujourd'hui, Bamako est en conflit avec la France, et Bamako veut sa souveraineté, et c'est en 2023 que le Sénégal se réveille avec un Sonko pour dire que nous voulons aussi notre souveraineté. Je ne suis pas en train d'applaudir le malheur, je suis en train juste de dire que la Guinée est chanceuse et bénie d'avoir vu tout cela. Si ça ne va pas en Guinée, c'est au compte de la médiocrité intellectuelle interne. C'est pas un dictat d'une autre puissance. Parce que, avec qui Macky Sall veut aller? Les acteurs du coup d'État ne sont pas laissez-moi. Avec qui Macky Sall veut aller? Avec qui Macky Sall veut aller aux élections? C'est pas avec Sonko, parce que Sonko est craint.
il est craint, c'est le panafricain du moment. C'est le panafricain, c'est le seul leader politique panafricain. Merci beaucoup. Sans compter votre panafricain Siakabari. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pas possible. Non, mais Ousmane Sonko, c'est le seul leader politique panafricain. Ça, c'est notre débat. On en parlera forcément. Merci beaucoup. Panafricain. Le peuple de Guinée, c'est un peuple béni. Il a vu ça très tôt à la conférence de Bamako. La Guinée a dit aux gens de signer la souveraineté solide. Ils l'ont pas fait. C'est pas 60 ans après. Ça nous rattrape. Voilà, allez-y. Allez-y, Félix. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, à la différence de la Guinée, c'est plutôt une guerre de génération. Vous avez 60% de la population du Sénégal qui a au moins à peu près 35, moins de 35 ans aujourd'hui et qui sont quand même derrière Ousmane Sonko. Vous avez un jeune Ousmane Sonko avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup d'énergie, qui quand même à l'hémicycle tente de mettre au pas tous les ministres quand même qui ont leur appât dans la gestion de la chose publique. Bien. Vous vous rappelez, il a porté plainte contre, je crois, Mamadou Diallo, qui est un des bras forts de Macky Sall. Et aujourd'hui, il y a cette crainte qui se profile. Vous savez, le problème aussi avec le cas de Ousmane Sonko, contrairement à la Guinée, c'est que, et avec la mouvance et quelques membres de l'opposition ne veulent pas qu'Ousmane Sonko participe aux prochaines élections. Parce qu'en réalité, ils savent pertinemment que quand il arrivera au pouvoir, ils auront des problèmes. Parce qu'il l'a prouvé d'abord en tant qu'opposant. Et aujourd'hui, on sait donc, une fois arrivé au pouvoir, ce qui pourrait se profiler. Mais moi, ce que je veux dire, vous savez, les peuples aujourd'hui sont devenus mûrs. Il est très difficile de faire passer d'un vin revers des problèmes comme ça, comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé en 58, en 80, ce n'est pas la même chose que les peuples peuvent accepter maintenant. Bien sûr. J'ai bien compris, je sais la ligne. Merci beaucoup, mon cher Félix. Et donc, pour terminer, la communauté internationale, moi je vois aujourd'hui, je crois c'est l'APA, il y a des pays de la sous-région, le Bénin, le Togo, évidemment le Bénin, le Togo, la Guinée, entre autres, le Mali, qui sont retrouvés déjà, même si ce n'est pas médiatisé, mais qui sont retrouvés. Je pense qu'aujourd'hui, que la CEDEAO a montré ses limites, en tout cas, avec ce qui se passe au Mali, en Guinée, au Burkina, et aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se passer au Sénégal, il est temps quand même de revoir soit la façon ou de changer carrément d'institution. Félix Milimono, vous restez avec nous dans un instant, notre invité.